Bonjour, bienvenue dans J'ai un problème. Je suis Rebecca Recky et je suis avec Emmanuel Piquet. Bonjour Emmanuel. Bonjour Rebecca. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les 15 jours, pour partager, déplier, pour que vous nous racontiez un peu l'arrière-cours de la séance de thérapie qui a été racontée dans un précédent épisode. Aujourd'hui, on s'intéresse à la jalousie de Marius. La jalousie, finalement, c'est un thème assez universel. D'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres histoires dans lesquelles elle s'invite, enfin, histoire, pardon, séance. C'est un thème à la fois universel, à la fois intemporel. Elle est intéressante à regarder en plus cette histoire particulièrement parce que Marius est un enfant, enfin ou en tout cas un ado. Et finalement, quand on est adulte, on garde souvent les stigmates de ce qui n'a pas été réglé. Et je trouve que là, dans cette histoire, il y avait comme une opportunité, une occasion pour les parents de ne pas abîmer les futurs adultes que seront leurs enfants. Euh, Dans l'histoire là de Marius, c'est la maman qui vient vous voir. Est-ce que c'est parce que je suis une maman que je relève que c'est une dame ou pas? Non, parce que grosso modo, ce qui se passe, c'est que 80% des parents qui viennent consulter sont de sexe féminin, nous, hein. D'accord. Je peux demander si c'était un biais, si c'était un a priori, si c'était... Non, c'est une statistique. D'après vous, qu'est-ce qui explique que ce soit des femmes qui viennent vous voir? Oh, je pense que, on est quand même encore dans un monde où la parentalité est quand même fortement dédiée aux femmes, en fait. Donc, grosso modo, ils viennent, les papas, souvent, hein, c'est en tout cas l'observation qu'on en a faite, ils viennent souvent quand c'est le garçon qui a un problème. Euh, Ok. mais ils viennent très peu. Alors, les jeunes papas viennent plus, je trouve, voilà, que la génération d'avant. Mais ça reste quand même extrêmement minoritaire. Ok. Quand vous démarrez, quand elle vous raconte, vous lui dites, est-ce que c'est depuis toujours le tango étrange? Alors on a presque devant nos yeux l'image de la danse qui s'invite. Est-ce que dans cette question-là, vous cherchez à dessiner la boucle interactionnelle? Oui, et surtout, je cherche à voir si elle est là depuis longtemps, parce que je trouve que la durabilité d'interaction comme ça, problématique, ça crée en effet, comme vous le dites, un espèce de tango, donc des espèces de redondances. Les redondances, c'est ce qui est très important dans l'école de Palo Alto, c'est de les identifier, quelles sont les redondances interactionnelles qui existent dans un système humain. Et quand elles sont là depuis longtemps, eh ben, elles ont tracé une voie. Et c'est-à-dire que c'est très difficile de sortir de cette voie, du coup. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, la maman de Marius, quand elle arrive? Moi, d'une façon générale, je suis extrêmement touchée par les parents d'adolescents parce que je trouve que c'est pas un moment facile. Et donc, elle me touche parce qu'elle est complètement désarmée. Je crois qu'elle a vraiment envie de bien faire et elle est complètement attristée, je veux dire, par le fait qu'il n'y a plus aucun geste d'affection entre elle et son cadet. Et ça, c'est infiniment douloureux. Au début, quand elle vous dit qu'il pleure, que tout le monde préfère Jean, etc., en lisant, moi, en tant que lectrice, j'ai un peu de tristesse, de l'empathie, je me dis que c'est son vécu, etc. Vous lui dites que, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, etc., et qu'à moins d'être docteur en physique, c'est normal qu'elle n'y arrive pas. Est-ce qu'à ce moment-là, dans le mouvement que vous opérez, vous êtes déjà en train de la faire travailler à l'endroit de ce qu'elle n'arrive pas à faire? Il se passe quoi en fait quand vous lui dites ça? Je lui dis que, à la fois, c'est parfaitement légitime qu'elle ait fait tout ça, comme à chaque fois, et à la fois, son objectif est inatteignable. Parce que je pense en effet qu'il faut être titulaire d'un doctorat en physique quantique pour être équitable dans une fratrie. Je pense que ça n'existe pas parce que l'équité, ça veut dire qu'on prend en considération toutes les caractéristiques de chacun des enfants et que donc il faut en effet des tableaux croisés dynamiques dans tous les sens. Et je pense que vraiment c'est peine perdue, c'est vain, c'est illusoire et du coup c'est très douloureux. Et donc c'est ce que j'essaye de lui montrer en fait, hein, que c'est voilà, que c'est absolument logique qu'elle n'y parvienne pas. D'ailleurs, oui, elle dit qu'elle aime pareil. Là, vous vous dites que c'est pas possible de s'assurer objectivement qu'on aime pareil, même si on aime pareil dans son cœur. Moi, ce que je me disais, c'est qu'on peut difficilement aimer pareil de personnes différentes. Ça veut dire que sinon, on les aime pas nécessairement. On pense qu'elles sont. On fait un peu du mieux qu'on peut, non?
Mais complètement, absolument, on peut pas aimer pareil deux personnes différentes. Et puis j'ajouterais qu'on peut pas aimer pareillement quand on a pris 2 ou 3 ans de vie. Je veux dire, donc voilà. Et en même temps, il y a chez un certain nombre de parents tout à fait bien intentionnés, hein, et tout à fait intelligents, une volonté en effet de faire en sorte que ça soit le plus équilibré possible, quoi. Et cette maman est dans ce combat-là, qui est un combat illusoire. On dirait qu'elle a un sujet avec l'injustice. Il y a une espèce de cercle vicieux en fait, parce que il est donc le frère, malheureusement pour lui, d'un saint, ce qui est très dur, hein, quand on est dans une fratrie avec soit un petit, soit un grand qui est absolument sympa, tout à fait dévoué, très gentil, que ce soit avec les parents ou avec l'enfant lui-même. C'est extrêmement compliqué, contrairement à ce qu'on pense, parce que du coup, c'est un peu agaçant d'avoir la perfection comme ça devant soi en permanence. Et que du coup, comme c'est agaçant, eh bien, cet agacement, il faut bien qu'il sorte à un moment donné, et que ça rend l'autre encore plus sain et les parents autour encore plus affectueux vis-à-vis de l'aîné et dans le reproche vis-à-vis du petit, et que ce faisant, en effet, je veux dire, un extraterrestre qui viendrait dans cette famille à ce moment-là constaterait qu'en effet, le cadet, on lui dit que des choses négatives, et l'aîné, on lui dit que des choses positives, et que de ce point de vue-là, c'est extrêmement injuste. Et lui, c'est ce qu'il dit en permanence, en fait, ce jeune garçon à sa mère. Il dit, mais tu vois pas que tu préfères, en fait, mon grand frère à moi? Et elle a dit, non, pas du tout, tu m'énerves, implicite, alors que ton grand frère ne m'énerve pas. Et donc, c'est tout ça, en fait, qui est mis en branle par le fait que cette maman n'accepte pas que son enfant ressente une sensation d'injustice, parce que pour elle, une mère, une bonne mère, c'est une mère équitable. Et donc se prendre ça de la part de son fils cadet, c'est profondément horrible en fait, et également très injuste. Donc ils luttent tous les deux contre un sentiment d'injustice, contre le sentiment d'injustice de l'autre en fait finalement. C'est comme si elle mélange d'ailleurs être équitable et être injuste parce que c'est deux choses différentes en termes de perception. Et elle est beaucoup sur l'équité, mais l'injustice, c'est plus en lien avec le sentiment, la sensation, la perception. Alors que l'équité, j'imagine qu'on la mesure un peu plus facilement. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, quand vous lui dites qu'elle lui fait des reproches, c'est ce que je me disais en le lisant, c'est comme si elle l'étiquetait. Il est effectivement le seul jaloux colérique. Chaque fois qu'il l'exprime, on lui dit, bah, tu vois, c'est vraiment ce que tu es. Et vous, quand vous la prenez par la main là-dessus, vous l'amenez à reconnaître ça. C'est comme si vous lui faisiez faire le travail du thérapeute. Comme si elle allait le rejoindre, du coup, comme si elle allait épouser sa vision du monde. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que je pense que vraiment, dans ce cas précis, comme dans pas mal d'autres, le relais de la maman est tout à fait important, puisque c'est dans leur interaction entre deux que ça se joue. Donc, c'est important que elle fasse un virage à 180 degrés qui consiste en effet à lui dire, écoute, tu ressens de l'injustice dans cette famille. Je pense que c'est en grande partie de ma faute. Et donc, chaque fois que tu te sentiras injuste, il faudra que tu me le dises. Ça, c'est vraiment un virage à 180 degrés par rapport Hmm. à ça. Et en effet, je trouve très intéressant cette idée qu'il y a d'un côté l'équité et de l'autre côté la sensation de justice ou la sensation d'injustice. L'équité étant en effet quelque chose qu'on peut mettre dans un tableau Excel. La sensation de justice ou d'injustice, non, elle est profondément intime et subjective. Et donc, il y a en effet quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire, je vais tenter d'être équitable rationnellement dans mon tableau Excel pour que tu ne ressentes plus d'injustice, en fait. Et alors que je pense que c'est beaucoup plus intéressant de dire, OK, tu ressens de l'injustice, et donc c'est hyper important que tu me dises à quel moment. Et d'ailleurs, oui, vous faites une prescription, là, vous lui demandez d'ouvrir le cahier des injustices. Vous pouvez nous dire quelques mots justement sur ce qui différencie en Palo Alto d'autres approches thérapeutiques, qui est notamment effectivement de faire des prescriptions. Oui, donc en effet, nous, on pense que c'est vraiment intéressant que le virage à 180 degrés soit incarné de façon extrêmement concrétisée et contextualisée, en fait, dans l'existence de nos patients. Et donc là, en l'espèce, l'idée, c'est d'incarner cet accueil, ce nouvel accueil de l'émotion d'injustice que ressent Marius,
de l'incarner par un cahier qui va être dans la cuisine, auquel ils ont accès tous les deux et dont ils pourront s'emparer chaque fois que Marius se plaindra d'être injustement traité. Et donc, de ce fait, à partir du moment où il y a le cahier, ça devient quasi impossible de dire, mais arrête, tu exagères, parce que la prescription, c'est de décrire sur le cahier, de façon absolument neutre, tout ce que Marius va apporter en termes de plainte. Plus largement, dans Palo Alto, lorsqu'on incarne le virage à 180 de façon concrète, en fait, le virage à 180 degrés, pardon, de façon concrète, euh, on met en place quelque chose qui empêche la personne de continuer à faire ce qu'elle faisait jusque-là. C'est à ça que servent les prescriptions comportementales, c'est à bloquer au fond ce que faisait la personne avant. Et la meilleure façon de bloquer ce qu'elle faisait, c'est de lui faire faire exactement l'inverse. Et d'ailleurs, on dirait presque là, dans le cas de Marius et de sa maman, que ce cahier des injustices, c'est, on dirait un objet transitionnel un peu, comme un truc qui vient réguler entre eux. Enfin, je ne sais pas si je suis à côté complètement, mais c'est ce que ça m'a inspiré, comme quelque chose qui allait concentrer un peu les perceptions et permettre que ça circule à nouveau. Oui, je dirais un objet interactionnel en fait, c'est-à-dire que c'est Mm. l'objet par lequel l'interaction va se modifier radicalement. Donc oui, oui, tout à fait, Mm. absolument. Et quand elle revient vous voir, elle vous dit qu'elle a eu un dîner apaisé. Est-ce que ça vous étonne? Alors, je suis assez confiante parce que en plus, j'ai envoyé un mot à Marius et que j'ai l'impression du coup que je suis un peu, je sécurise un peu des deux côtés. Donc, j'ai envoyé un mot à Marius confidentiel en lui expliquant à quel point je comprenais que c'était horrible d'être dans cette famille avec un saint, mon frère. Et que voilà, et j'ai dit à la maman de théâtraliser un peu le fait qu'elle dise, en fait, cette psy, elle m'énerve trop. Elle dit c'est de ma faute, cette psy, c'est vraiment de la merde. Et d'ailleurs, en plus, elle t'envoie un mot que j'ai même pas le droit de voir. Enfin, franchement, donc, je lui ai dit, en fait, parce que si vous théâtralisez la colère vis-à-vis de moi qui dit, en fait, ce qu'il a envie d'entendre, bah, ça veut dire que si jamais il est vraiment trop en souffrance, ça lui donnera une porte de sortie pour venir en parler avec moi, quoi. Mais en fait, le fait même que à la fois j'envoie ce mot à Marius et à la fois je donne la prescription comportementale à sa maman, ça fait que lui comprend les raisons pour lesquelles elle le fait, en fait, ce virage à 180 degrés, et il n'a pas de doute sur ma bonne foi, en fait, puisque je lui ai envoyé le mode d'emploi. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est à moi qu'il répond, en fait, hein, par écrit. Il me répond, en fait, quelques semaines plus tard. Oui, c'est ce que on va y venir, mais c'est intéressant en fait. Vous avez fait l'alliance avec lui, vous avez fait l'alliance avec elle. Finalement, vous lui dites à lui que si elle change, c'est parce que vous avez bien bossé, et donc s'il est en détresse ou en difficulté, il sait qu'il peut venir vous voir. Enfin, voilà, il y a quelque chose un peu de. Il y a quelque chose qu'on essaye enfin qu'on veut sécurisant en tout cas pour Mm, l'adolescent, pour qu'il se dise à un moment donné, en effet, il y a un endroit où tu pourras être entendu et un endroit qui est validé par ta mère, parce que même si elle dit elle est vraiment chiante, en même temps, elle lui donne quand même le mot, quoi, hein. Et mm. puis visiblement, elle fait ce que la thérapeute lui demande de faire. Donc, Et oui, alors il y avait une autre chose que j'avais envie de questionner, c'est, OK, il se sent reconnu, ça a fait baisser sa colère et sa tristesse, lui, probablement, et elle change probablement de comportement. Je me demandais si vous transposiez au couple, parce que c'est un autre espace, mais un peu du même genre, et sur les questions de jalousie aussi, ça, même si c'est pas tout à fait la même chose. Je me demandais si vous auriez un conseil à donner dans un contexte de couple ou dans un contexte de travail aussi, qui sont d'autres espaces comme ça. un conseil à propos de quoi? De la jalousie? Ouais. Alors, moi, la seule chose que je peux dire, parce que évidemment, chaque cas est infiniment différent, mais c'est que la jalousie, c'est vraiment une émotion extrêmement maltraitée, euh, mais moralement, celle-là. C'est-à-dire que c'est moche d'être jaloux. Euh, Mhm. donc, alors que la jalousie, au fond, c'est rien d'autre qu'une peur panique, souvent. Je ne parle pas de la volonté de contrôle cérébral, hein, je parle de la jalousie au sens émotionnel du terme. Et donc, je trouve que c'est vraiment extrêmement important, là encore, de faire une place à cette émotion, de voir ce qu'elle nous dit, de ce qui pourrait arriver de pire, quel est vraiment le cauchemar absolu que cette jalousie
au fond, vient nous signaler par son irruption euh, à l'intérieur de nous. Et je pense que ça, c'est vraiment la chose fondamentale. De la même façon, d'ailleurs, que je pense que c'est hyper important dans un couple de pouvoir, quand on est face à une jalousie, je le redis, émotionnelle, hein, pas à une volonté de Mm. contrôle réflexive, mais une jalousie vraiment émotionnelle, que vraiment la personne qui est donc de ce fait la plupart du temps contrôlée puisse dire, je comprends que tu aies peur parce qu'à tout moment, je peux tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est important d'accueillir ça aussi et non pas de faire ce que font la plupart du temps les gens contrôlés et on les comprend parfaitement, hein, et qui consiste au fond à dire mais pas du tout, je n'aime que toi, je ne regarde que toi, je n'ai que toi en tête, mes collègues sont toutes moches et donc il n'y a aucun risque. Mm. Ça fonctionne assez peu, à moyen terme en tout cas. Ouais, en fait, ce que vous dites, parce que bon, je pense que enfin, c'est compréhensible, c'est que vous circonscrivez bien la jalousie à la question de j'ai un mari ou j'ai une femme qui est jalouse et qui a peur et qui a du coup des phrases ou des comportements, mais voilà, de quelqu'un qui souffre de sa jalousie et pas de quelqu'un qui me maltraite ou Mm, qui m'empêche, etc. Et absolument. est-ce que du coup, dans votre formule de je comprends que tu puisses être jalouse parce qu'à tout moment je peux tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un d'autre, vous rajoutez pas et toi aussi? Si, mais en même temps, ça c'est très rationnel. Oui, c'est rationnel, c'est ça, c'est ce que je me disais. Parce que je me disais, l'autre va se défendre en disant, mais non, pas du tout, pas du Pas tout, moi. tu vois bien, pas moi. D'accord, ok, merci. Et dans le travail aussi, il arrive et ça s'observe assez facilement parce que finalement, on n'est que dans des cours de récréation où qu'on soit, à l'école, au travail, à la maison, etc. Enfin, on est dans des espaces interactionnels. Quand il y a de la jalousie du collègue, ce serait quoi le conseil? Alors, moi, en fait, quand j'ai travaillé sur des cas de jalousie au travail, c'était vraiment des cas où la jalousie était, au fond, un prétexte pour se plaindre de son manager, se plaindre de l'organisation, dire à quel point c'était injuste, pointer du doigt, soi-disant, les privilèges de l'une ou les avantages de l'autre. Et je ne sentais franchement pas une grosse souffrance, si ce n'est dans le manager qui, sans le vouloir, avait contribué en effet à créer ce climat un peu délétère entre les gens. Et je pense que c'est le fait souvent de managers assez affectifs, en fait, et pour lesquels j'ai moi-même la plus grande désaffection, mais qui ont envie que tout se passe bien, qui ont envie que personne ne soit mécontent, qui ont très peur du conflit, des colères individuelles ou collectives, et qui donc génèrent cette espèce de climat où tout le monde regarde l'autre en voyant s'il a été moins ou mieux traité, moins bien ou mieux traité, quoi, en fait. C'est plus ce genre de situation auxquelles j'ai été confrontée. Et pour moi, sur la question de la jalousie, il y a souvent un problème enfin essentiellement d'ailleurs, un problème de reconnaissance. Je ne suis pas valorisée de la bonne façon. C'est pas tant que je sois jaloux de l'autre, c'est juste que mon besoin de reconnaissance initiale n'est pas satisfait, n'est pas nourri de la bonne façon, et du coup, je vais chercher ou je réagis à ce qui se fait ailleurs en décalage de l'expérience que je fais. Oui, je pense que ça peut être le cas. Moi, je vous dis, je trouve que c'est vraiment très fortement utilisé comme stratagème dès qu'on est face à un manager qui a du mal à accepter la colère de ses équipes. Mm. Là, dans l'histoire de Marius, vous l'avez un peu dévoilé tout à l'heure, mais de toute façon, on l'a entendu dans l'histoire, la fin est succulente. Il vous écrit, il vous dit, bah, je sais pas ce que tu as fait, Mhm. mais ça a bien marché. Euh, Vous pourriez nous raconter la scène d'après vous, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a joué, qu'est-ce qui fait que la maman, à l'intérieur d'elle, il y a des choses qui ont changé, etc. Mais moi, je crois que vraiment, elle a vraiment perçu de façon très émotionnelle en même temps que cérébrale l'inanité au fond des pas de danse en effet qu'elle danse avec son fils, avec ses fils, hein, d'une certaine façon. Et je pense que ça s'est incarné en effet, comme on le disait, par le cahier des injustices. Et le simple fait
de dire à son fils, écoute, j'ai vu cette psy là qui m'énerve et elle me dit que, en fait, c'est moi qui fais pas bien les choses et que, en effet, je me comporte pas très bien avec toi et que du coup, tu as de bonnes raisons de te sentir injuste. Enfin, vous imaginez le 180 degrés, il est énorme, hein, Mm. quand même colossal. Rien que le fait de faire ça et le fait de voir que vraisemblablement en face, et tout ça passe par le frémissement des corps, hein, il y a quelque chose qui se détend en fait. Et ben ça a donné à mon avis de l'énergie à cette maman pour continuer. Et moi, c'est vraiment une phrase qui revient extrêmement souvent dans les thérapies de parents d'adolescents et qui est vraiment une phrase qui, moi, me signifie que vraiment un changement de ce qu'on appelle un changement de niveau 2 a eu lieu, donc un changement des règles du jeu relationnel, c'est quand elles disent, à l'instar de cette maman, eh ben ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait de câlin et là j'en ai refait un avec lui, quoi. C'est un vrai changement de comportement, c'est quelque chose qui est concret, qui est tangible. Exactement. Merci. Est-ce qu'il y a une question, quelque chose qu'on n'a pas regardé, exploré, déplié, qui pourrait être une piste quand on a, voilà, dans ce cas-là ou dans un cas amoureux aussi, quelque chose qui gratte autour de la jalousie? Non, je pense que on a pas mal fait le tour, même si la jalousie, on pourrait en parler pendant des siècles, hein. Bon, merci Emmanuel. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire et puis un nouveau décryptage. Et puis on se retrouve sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.